Alors, on parle beaucoup de sociétés multiculturelles. C'est l'adjectif. Mais en réalité, le mot est faible, le mot de culture, le faible, et le mot est trompeur. Parce que ce qui est en cause, et on vient de le voir à d'autres reprises, c'est une société multicivilisationnelle. Alors, pour réfléchir à cette question, il faut se demander, et ça sera l'objet de ma première partie, ce qu'est une civilisation, parce qu'évidemment, si on ne sait pas de quoi on parle, on ne peut rien conclure. Et puis, nous verron ce qu'est l'enseignement de l'histoire sur la rencontre entre les civilisations différentes. Et ça nous donnera les éléments pour conclure. Alors, qu'est-ce qu'une civilisation? Je vais, pour cette partie, me baser presque exclusivement sur les travaux d'un historien polonais, Félix Konieczny, qui malheureusement donc est mort en 1949. Alors, ce qui est intéressant, parce que tout ce qu'il dit, justement, montre le recul de l'histoire par rapport à la situation présente que nous vivons et que lui n'a pas vécue. Mais ce qui est important dans cette idée dans le recul de l'histoire, c'est qu'il puisse y avoir des lois de l'histoire. Et une des grandes découvertes, finalement, de Konieczny, c'est d'avoir décrit les civilisations avec un vocabulaire technique permettant de faire vraiment une science des civilisations, et armé de cette science, à ce moment-là, de lire l'histoire, non pas simplement comme une suite d'événements ponctuels, mais comme l'histoire des civilisations, et vous verrez qu'on peut en déduire un certain nombre de lois. Alors, une civilisation, c'est une méthode pour organiser de manière cohérente la vie collective. Une méthode pour organiser de manière cohérente, mot très important, la vie collective. Parce que au moins depuis la tour de Babel, si vous voulez, l'humanité n'existe pas, l'humanité concrète. L'humanité est plurielle. Il y a plusieurs humanités, il y a plusieurs civilisations. Alors, qu'est-ce qu'une civilisation ? Les composants principaux, pour Konieczny, c'est d'abord la triple loi, c'est-à-dire le mariage, la propriété, l'héritage. Il y a ce qu'il appelle le quintuor, c'est-à-dire les 5 dimensions de l'existence humaine. Et si on ne prend pas en compte ces 5 dimensions, on est à côté de l'objectif. Alors, quelles sont ces 5 dimensions? Eh bien, c'est la vérité, la bonté, la beauté, la santé et la prospérité. Et une civilisation a son mot à dire sur l'ensemble. Une civilisation, c'est quelque chose qui totalise la vie humaine. Alors, il y a la question du droit, le droit privé, le droit public, et il y a surtout la commensurabilité, c'est-à-dire la cohérence. C'est-à-dire qu'une civilisation, c'est une manière de vivre de manière cohérente tout ce qu'elle va prescrire, ou tous les mœurs, toutes les idées qui concernent les 5 dimensions dont nous venons de parler du quintuor. Et c'est cette cohérence que Konieczny appelle la commensurabilité, qui fait le fruit, qui fait la productivité d'une civilisation, qui permet à une civilisation de progresser ou de régresser. Alors, la triple loi, bon, le mariage, la propriété, l'héritage, alors on voit tout de suite que ce sont des choses qui sont liées entre elles. Alors, on a évidemment, nous, une idée très ponctuelle du mariage, mais si on prend un petit peu de recul par rapport à l'histoire, on voit que le mariage, c'est d'abord un échange. Échange entre des familles, échange entre des clans, échange entre des tribus. Et il y a de nombreuses façons de réaliser cet échange. Alors, dans certains cas, la famille nucléaire acquiert une certaine autonomie. Dans d'autres cas, seulement la famille isolée est faible. Dans d'autres cas, la famille reste au sein d'un clan, au sein d'une entité plus vaste. Dans certains cas, on achète sa femme. Dans d'autres cas, la femme vient avec une dot. Et vous voyez tout de suite que, selon l'un et l'autre cas, les conséquences pratiques dans la vie sociale et familiale vont être différentes. La propriété, bien, il y a de nombreuses... Alors, qu'est-ce qu'on doit posséder? La propriété concerne les enfants, concerne la maison et concerne les biens en général.
hein. Et il y a de nombreuses façons d'être propriétaire. Il y a de nombreuses façons d'hériter, parce que le fils peut hériter en se mariant, peut hériter quand lui-même a un fils, hein, peut hériter quand son père meurt, peut hériter quand le chef de clan meurt, ou peut ne jamais hériter. Par exemple, quand vous avez le droit d'aînesse, s'il a un frère aîné, eh bien, il n'hérite pas du bien familial, hein. Et parfois, c'est le benjamin qui hérite. Par exemple, chez les Mongols, les fils aînés vont à droite et à gauche avec leur troupeau, c'est celui qui est à la maison, le benjamin, qui hérite la propriété familiale. Vous voyez, il y a un grand nombre de modes d'organisation sociale. Et ces modes de transmission, de possession, ont évidemment une conséquence directe sur la manière de réaliser l'épanouissement de la vie personnelle, hein. Donc vous avez ces 5 dimensions, la vérité et la bonté. Alors la vérité et la bonté, ce sont des notions spirituelles. La beauté et une civilisation, évidemment, a une manière particulière de s'intéresser ou de réaliser cette notion de vérité, cette notion de bonté. Vous savez que le même acte peut être bon dans une civilisation et mauvais dans une autre. La vendetta, le crime d'honneur, par exemple, c'est un acte de justice dans une certaine civilisation et c'est au contraire un acte répréhensible dans une autre. La beauté a une particularité parce que c'est à la fois spirituel et matériel. C'est donc souvent par l'art qu'on voit tout de suite les différences entre les civilisations, parce qu'on touche tout de suite à l'ensemble des 2 dimensions de la personne humaine. Et bon, la santé, j'en parle pas. La prospérité, alors quand Konechny parle de prospérité, c'est tout ce qui relève de la force. C'est aussi bien la prospérité économique, mais c'est aussi bien la force militaire. Et on voit tout de suite, si vous voulez, que dans une civilisation, le progrès est possible. Mais le progrès n'est possible dans une civilisation que si on admet l'inégalité. C'est quand un individu va plus loin que les autres et qu'on peut l'imiter que le progrès se réalise. Donc toutes les civilisations égalitaires sont des civilisations dans lesquelles il n'y a généralement pas de progrès, et c'est souvent le cas, si vous voulez, des sociétés, disons, archaïques qui se sont coupées de la civilisation et dans lesquelles le mode de vie, bon, généralement est assez simple, mais l'égalité, l'idée d'égalité est tellement puissante que ces sociétés pratiquement ne progressent pas. Alors, un point important, c'est l'autonomie éventuelle de sous-collectivité au sein de la collectivité. Alors ça, c'était un des grands progrès et des découvertes du Moyen-Âge, de notre civilisation que Konechny appelle la civilisation latine. C'était la possibilité pour une sous-collectivité, pour un corps intermédiaire, etc., de se donner des lois propres, reconnues par l'ensemble de la société. Alors, c'est très important parce que c'est aussi un facteur de progrès, hein. Il y a 2 façons d'assurer la cohésion d'une société. Vous avez donc l'unité. L'unité de société peut se faire par l'uniformité, ou elle peut se faire par la diversité, mais ça suppose un mode d'organisation sociale très particulier qui pratiquement n'existe que dans la civilisation latine. Point très important. Et donc la cohérence, hein, il faut bien sûr que tout marche ensemble. On ne peut pas, que Konechny remarque par exemple que les sociétés qui acceptent la polygamie pratiquement ne sont jamais sorties de l'organisation clanique. Hein, c'est-à-dire qu'on appartient à son clan, on cherche la puissance du clan et on n'a pas le souci, comme nous l'avons nous, d'un bien commun qui soit supérieur au clan. Hein? Donc ça joue beaucoup sur l'organisation de la société, sur la civilisation. Alors maintenant, que se passe-t-il en cas de rencontre entre des civilisations? Eh bien, une première loi de l'histoire, c'est que les civilisations cherchent à s'étendre. C'est normal, la vie cherche la croissance. Et donc, inévitablement, les civilisations entrent en contact.
Et en général, le fait d'un contact entre civilisations ne crée aucune raison de changer de civilisation ou de modifier les civilisations. Chaque civilisation, évidemment, croit à ses idéaux et y reste fidèle. Et vous avez au Proche-Orient, par exemple, des communautés parallèles qui existent côte à côte depuis des siècles sans avoir l'idée de se convertir ou de changer de civilisation. Mais on peut aussi changer volontairement de civilisation. Et c'est ce qui s'est passé avec l'aristocratie gauloise. L'aristocratie gauloise a choisi de se romaniser, et c'était une décision d'une importance considérable, parce que c'est grâce à cette décision, si vous voulez, que la France est devenue un lieu où s'est développée la civilisation latine, qui est donc la civilisation qui a réussi à préserver tout ce qui était récupérable lors de la longue agonie de l'Empire romain. Mais le problème, vous avez aussi le mélange des civilisations. Alors il peut se produire soit parce qu'on a deux groupes dégénérés côte à côte. Donc à ce moment-là, les gens n'ayant même plus eux-mêmes conscience de ce que sont leurs civilisations acceptent un mélange. Mais, vous voyez, mais ce mélange, au fond, va vers une non-civilisation. On ne va pas du tout vers une civilisation supérieure, on va sur une non-civilisation pour une raison très simple, c'est que comme on a perdu en cohérence, comme on n'a plus la même commensurabilité, eh bien la productivité sociale ne peut pas être la même. Donc on ne peut pas aboutir aux mêmes réalisations, que ce soit dans le domaine de l'art ou de l'économie, etc. Mais il y a un autre cas de figure dans l'histoire, c'est les mélanges de civilisations décidés d'en haut. Alors ça, c'est le cas principal. Alors, bon, et en général, c'est lié au mythe de l'Empire universel. C'est-à-dire que vous avez des dirigeants. Alors ça a été le cas de Gengis Khan, ça a été le cas d'Alexandre, ça a été le cas d'un certain nombre d'empereurs romains qui ont imaginé que l'on pourrait étendre une organisation administrative sur des civilisations différentes. Et ils ont essayé de le faire, et ça a été systématiquement un échec, mais ça c'est important de le savoir et de le dire. Alors, le cas d'Alexandre, bon, j'irai très vite. Alexandre, bon, on peut considérer que c'était un Grec, en tout cas, c'est avec des Grecs qu'il a fondé son empire. Il est mort jeune, mais Konechny dit, même s'il avait vécu jusqu'à 100 ans, l'empire se serait divisé aussi bien parce que il a voulu faire accepter à ses seconds des traits de civilisation qui étaient contraires à leur civilisation grecque. En particulier, les Grecs comme les Latins admettaient le mariage monogame indissoluble. Alexandre a pris une deuxième épouse. Bon, ces généraux n'auraient jamais accepté qu'un descendant de Roxane puisse les commander, eux qui étaient grecs. Et il a imposé des mariages mixtes à ses généraux, ça n'est jamais passé. Et il s'est fait diviniser à la manière des Égyptiens. Et évidemment, donc si vous voulez, il a détruit lui-même la commensurabilité de son empire, et donc l'empire a éclaté. Le cas de Rome est plus intéressant parce que ça a duré longtemps. Vous savez que la capitale s'est transportée à Byzance, en Orient. C'était toujours le même mythe de l'Empire universel, c'est-à-dire qu'on allait pouvoir... Alors l'Empire universel, c'est fantastique parce que c'est la paix universelle. À partir du moment où c'est le même qui commande partout, il n'y a plus de raison de se faire la guerre. Là, eh bien, ça a été un échec, c'est-à-dire que aussi bien l'Empire d'Orient que l'Empire d'Occident n'ont pas pu durer, mais ça a été un échec d'autant plus grave que l'Empire romain de base, qui était l'Empire d'Occident, a été détruit par ces tentatives d'extension à l'Orient, c'est-à-dire qu'on a voulu imposer en Occident des traits qui permettent de rendre l'Empire romain compatible avec l'Orient. Donc on a modifié le droit, on a augmenté, ça c'était le point fondamental, l'importance de l'empereur. Donc vous savez qu'à Byzance, l'empereur avait droit, y compris sur la religion. La puissance, c'est la cour de Byzance qui, d'une certaine façon, centralisait la puissance économique, la puissance artistique, la puissance financière. Donc il y a un centralisme qui est arrivé avec Byzance, qui était contraire
au fonctionnement relativement décentralisé de Rome. Et ça n'a pas marché parce que finalement ça a détruit la commensurabilité de l'Empire romain. Il faut voir que cette civilisation byzantine, donc, qui est basée sur l'unité par l'uniformité, alors ça c'est très net dans l'art, si vous voulez. Le peintre d'icônes, il doit respecter des canons précis. Il doit s'insérer dans un système, et donc on a alors, des réalisations merveilleuses, hein, mais qui sont marquées par cette idée que l'uniformité est nécessaire à l'unité, alors qu'en Occident, c'est le contraire. Vous savez que l'artiste cherche au contraire à faire une œuvre personnelle. Vous avez l'omniprésence du droit public à Byzance, c'est-à-dire qu'on s'est mis à vouloir dicter beaucoup de choses à partir de la cour, hein, c'est une sorte de centralisme, et puis vous avez surtout cette dépendance de l'Église par rapport à l'État. Le mélange des civilisations, pour nous, il a commencé précisément au moment, avec Philippe le Bel, enfin vers cette période, au moment où les légistes sont arrivés. Alors l'idée était excellente, c'était de dire le droit romain est quelque chose de remarquable et on va donc s'en inspirer. Le problème, c'est qu'on s'est inspiré du code justinien, c'est-à-dire du droit romain qui était déjà perturbé par la volonté d'introduire des éléments orientaux. C'est-à-dire qu'on a pris le mauvais modèle. On n'a pas pris la propre civilisation romaine, on a pris comme modèle le Rome tardive. Alors, les conséquences pratiques, hein, c'est évidemment l'influence de la cour sur l'ensemble de la société, c'est-à-dire que c'est une régression par rapport au fonctionnement médiéval de la société dans lequel le principe de subsidiarité avait une importance permanente. Hein, c'est-à-dire que toute sous-collectivité qui était capable de s'organiser pouvait le faire, mais ça n'empêchait pas l'unité de tous, le moment venu, hein, un petit peu comme, si vous voulez, dans la Rome antique, il y avait le paysan soldat citoyen, et le Rome n'avait pas besoin d'entretenir l'armée permanente. Quand il y avait un danger, à ce moment-là, tout le monde, ça fait penser à la Suisse par certains côtés, si vous voulez, tout le monde. Alors, dans le système byzantin, il faut une quantité d'argent considérable pour entretenir une armée permanente. Hein. Et vous savez que l'ancien régime est mort pour une question d'impôt. Et de la même façon, Byzance est morte pour une question d'impôt parce que finalement, il n'y avait plus assez d'argent pour payer les légions. Eh bien, malheureusement, l'influence byzantine qui avait commencé en France bien avant la Révolution a connu avec la Révolution une augmentation considérable. Vous savez que le centralisme révolutionnaire, vous avez donc la volonté justement d'uniformiser, et d'uniformiser par en haut. Alors le problème, c'est que l'égalité ne peut se faire que par le bas, si on veut l'imposer. Alors, quelle est la conséquence de ce mélange pour nous entre la civilisation byzantine et la civilisation latine? C'est une moindre efficacité sociale. Hein, c'est-à-dire qu'on a mis en cause la commensurabilité, donc ça fonctionne moins bien. Et alors, on le voit très bien quand on compare la société française avec les sociétés anglo-saxonnes. Alors, c'est un paradoxe, parce que les anglo-saxons, on pourrait penser qu'ils sont moins latins que nous, mais en réalité, ils ont mieux conservé la civilisation latine que nous. Donc, ils laissent une beaucoup plus grande autonomie économique, une beaucoup plus grande autonomie administrative, et ils ont, de fait, une beaucoup plus grande efficacité socio-économique. Alors heureusement, les artistes, la littérature et l'art en France sont restés personnalistes, et donc la France rayonne dans le monde entier grâce à sa littérature et à son art, mais pour le reste, c'est le contraire. Alors, que faire maintenant, hormis de s'interroger? Alors il faut bien sûr s'interroger, il faut se demander à quelle civilisation on appartient, à quelle civilisation on veut appartenir. Parce qu'on peut choisir d'adhérer à une civilisation et on peut se détourner d'une civilisation. Alors, les lois de l'histoire nous renseignent. Hein, ils nous disent que, d'une façon générale, les mélanges de civilisations apportent une régression.
une régression dans l'ensemble du quintuor, dans l'ensemble des 5 dimensions de l'existence humaine, tout simplement parce qu'on on introduit de l'incohérence, et cette incohérence en France, elle est arrivée bien avant le début de l'immigration islamique. Donc j'attire votre attention sur ce point, c'est que ce problème des mélanges de civilisations, nous l'avons depuis très longtemps. Mais donc le problème, c'est que dans le mélange, c'est toujours la civilisation la moins avancée, la moins exigeante moralement, qui l'emporte. C'est l'entropie, c'est la loi générale. Seulement, aucune loi de l'histoire n'impose qu'une civilisation disparaisse. C'est-à-dire, alors il y a eu des historiens des civilisations qui ont dit que les civilisations, c'est comme les êtres vivants, ça naît, ça croît, ça culmine et ça disparaît. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Les civilisations chinoises et les civilisations juives, elles sont très anciennes et elles sont toujours là, et apparemment, elles ne sont pas là pour disparaître. Donc, la civilisation latine, celle qui a fait la grandeur de la France et de l'Europe, qui est une civilisation qui est née par l'action de l'Église. Bon, c'est l'Église qui l'a de certaine façon tenu sur ses fonds baptismaux, en préservant, malgré les princes barbares qui arrivaient, les éléments préservables de l'Empire romain. Cette civilisation, c'est la seule dans le monde à donner toute sa place à la personne. Ça, c'est très important. C'est la seule qui donne à la famille nucléaire également toute sa place. Donc la famille est réduite, ce qui permet à la famille de garder ses acquis, à la famille de transmettre. C'est la civilisation qui est fondée sur les corps intermédiaires. Donc c'est une façon de permettre le progrès, parce que le progrès n'est possible que par un individu ou par un groupe, ou par une entreprise. On ne peut jamais faire progresser tout le monde du même cas. D'ailleurs, l'exposé précédent le montre. Donc, si on veut le progrès, il faut au contraire aligner sur le meilleur l'ensemble. C'est ça la civilisation. Civiliser, ça veut dire polisser, ça veut dire avoir fait en sorte d'amener dans l'ensemble des dimensions, beauté, vérité, santé, prospérité, etc., de la population, de l'amener au niveau supérieur. Donc, rien n'interdit à la civilisation latine que nous représentons de survivre, de résister au mélange. En fait, il suffit de rester soi-même. Seulement pour rester soi-même face à une influence différente, il faut évidemment être convaincu de ce qu'on est, et il faut vouloir revenir aux fondamentaux de ce qu'on est. Donc il est normal, si vous voulez, que la civilisation latine a été capable, par exemple, d'absorber les Hongrois, les Danois, les Bretons, seulement à partir du moment où ils se convertissaient. Seulement, en réalité, ce mélange a été alors, en l'occurrence, n'a pas été un mélange. Dans le cas des Hongrois, c'était une conversion positive, exactement comme l'aristocratie gauloise. Et dans le cas des Bretons, c'est parce qu'ils appartenaient déjà à la même civilisation. Donc, si vous voulez, il y a des synthèses qui marchent, parce qu'en fait, ce ne sont pas deux civilisations qui se entrent en synthèse, ce sont deux cultures au sein de la même civilisation, même si les gens n'en avaient pas conscience. Alors, il est tout naturel que notre civilisation soit attaquée par tous ceux qui ne veulent pas de la morale évangélique, et par tous ceux qui ne veulent pas que le pouvoir de type byzantin dicte aux individus ce qu'ils doivent penser, ce qu'ils doivent croire. Donc il faut réagir, si vous voulez, contre le mélange de civilisations dont nous sommes victimes depuis au moins 4 siècles. Parce qu'il n'y a pas qu'une civilisation en France, il y en a même 4, mais ce n'est pas le sujet. Donc l'heure n'est pas au compromis, l'heure est au retour aux fondamentaux, et donc à la reconstitution d'îlots de chrétienté qui pourront alors servir de modèle et se diffuser. Quand l'obscurité se fait, un lumignon suffit pour faire voir où est la lumière.